Salut YouTube! Alors, je découvre le sujet du baccalauréat option mathématiques qui vient de tomber ce mercredi 11 mai, donc cet après-midi. C'est donc le sujet numéro un. Et demain, certains d'entre vous vont passer le sujet numéro 2. Donc, il y a une partie de mes élèves qui ont déjà passé ce sujet, donc les élèves que j'ai en cours particulier en terminale. J'en profite pour vous dire, puisque c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, ce type de corrigé, en réalité, et de découverte de sujets qu'on fait régulièrement avec mes élèves, et je pense qu'on s'est pas mal préparé cette année. J'en profite pour vous dire que j'anime un stage de préparation à l'entrée en supérieur, notamment en prépa, pour les maths sup de tout type. Pour ceux qui vont rentrer à la fac, ça peut être super utile aussi. Et puis pour ceux qui vont rentrer en école d'ingénieur, euh, donc en prépa intégrée, je pense que ce sera tout aussi intéressant. Ça va être très général et ça permettra de bien préparer le début de l'année prochaine, qui va être difficile parce que là, cette année, on se rend compte que avec les changements de programme, avec les temps en moins qu'on a par rapport aux années précédentes pour préparer les maths, eh bien, il y a pas mal de lacunes qui arrivent et j'ai déjà vu l'année dernière les élèves que je colle en prépa, parce que je fais aussi des colles, avoir quand même pas mal de difficultés en première année. Donc je pense que c'est pas mal de se préparer tranquillement pendant les vacances. Et voilà, et c'est plutôt sympa, chaque année on le fait, on est un petit groupe. Et je pense que c'est plutôt utile. Donc je vais découvrir avec vous le sujet du baccalauréat. Là, je viens de le télécharger, je ne l'ai pas encore lu. Et on va voir très rapidement de quoi il s'agit. Alors, ce qu'on savait déjà, c'est qu'il y avait 4 exercices, qu'il s'agit d'en choisir 3. Alors je pense que je vais corriger les 4. En tout cas, je vais donner des éléments de correction. Chaque exercice est noté sur 7 points. Alors on dit que le total sera amené sur 20, donc j'imagine qu'en fait la note sur 21, on va simplement la mettre sur 20. Donc si vous avez eu 18 sur 21, je pense qu'en réalité ce sera un 18 sur 20, et donc que vous êtes noté sur 21 et non pas sur 20. Je pense que c'est comme ça que c'est calculé. Alors on a un premier exercice qui est... Alors on voit que c'est des fonctions exponentielles. Là je vois apparaître un théorème de valeur intermédiaire. Et puis il y a une deuxième partie qui est une partie sur les suites. Euh, donc voilà, on va voir s'il y a un lien entre les deux. J'ai pas tout de suite l'impression parce qu'il me semble que les fonctions sont très différentes. Je vois qu'il y a une récurrence aussi. Bon, c'est peut-être un exercice difficile, donc à voir au choix celui qu'il aurait fallu choisir. Euh, donc le deuxième exercice, c'est un exercice de géométrie dans l'espace. C'est pas forcément beaucoup plus simple. Là, je vois une petite écriture un peu plus compliquée que ce qu'on voit habituellement dans les sujets de bac. Donc on va voir ce que c'est. Je pense qu'il va peut-être y avoir un petit problème ici. Voilà, sur la partie 3. Qu'est-ce qu'on a là? Donc là, on a un exercice de proba. Bon, là, ça m'a l'air très 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 classique, avec une loi binomiale. On va voir ce qu'il en est. Et puis, donc, le fameux QCM. Sur 7 points, c'est pas dit qu'un QCM ce soit plus simple qu'un exercice classique. On va voir ce qu'il en est. Quelquefois, dans le QCM, il y a moyen d'avoir des pièges. Il y a moyen il y a moyen de faire douter. Bon, allez, on commence par l'exercice 1. Donc l'exercice 1, le but donc c'est donc on a un protocole qui consiste à faire absorber un médicament. On modélise la quantité du médicament présent dans le sang exprimée en milligrammes. Donc FTT sera en milligrammes par la fonction f. Donc on a une exponentielle avec un produit 3t fois exponentielle moins 0,5t plus 1, où t désigne le temps. Alors, ils sont sympas parce qu'on admet, maintenant c'est vraiment le cas, toujours, on admet que la fonction est dérivable. Bon, de toute façon c'est dérivable, hein, parce que c'est un produit de fonction dérivable sur R, donc c'est dérivable sur 0,10. Et on nous demande d'abord de montrer, là encore c'est sympa, on nous donne la dérivée, donc il n'y a plus qu'à essayer de le faire. Donc la seule question, et là où voilà, où il faut pas se faire avoir, c'est de bien voir que c'est en fait un produit de fonction. Donc vous vous rappelez de la formule
de la dérivée d'un produit quand on a ici U de t et V de t, la dérivée f' de t, c'est U' V fois U de t V' de t. Voilà. Donc U', bah, c'est 3, exponentielle V, c'est exponentielle moins 0,5 t plus 1. U, donc 3t fois V', donc attention, V', c'est la dérivée d'un exponentiel de E, donc il faut la dérivée d'exponentielle de U, c'est U' exponentielle de U, donc il faut mettre un fois 0,5 exponentielle moins 0,5t plus 1. Voilà, tout ça, on va le multiplier, donc on se retrouve avec 3 exponentielle moins 0,5t plus 1, moins donc 0,5 fois 3, ça fait 3 demi, donc ça fait 1,5 t exponentielle de moins 0,5 t plus 1. Et on factorise par exponentielle moins... Toujours, donc quand on a une dérivée d'exponentielle dans un produit, on factorise toujours par l'exponentielle. Facteur de 3 moins 1,5 t. Et puis donc là, l'idée c'était de factoriser par 3. Donc on se retrouve avec 3 facteur de 1 moins 0,5 t exponentielle de moins 0,5 t plus 1. Bon, et puis ça, le moins 0,5 t plus 1, c'est la même chose, mais écrit dans l'autre sens. Donc en déduire le tableau de variation, bah, qu'est-ce qui se passe là? On se retrouve avec un produit, donc on rappelle que pour tout t appartenant à 0,10 exponentielle moins 0,5t plus 1 est strictement positif, hein, une exponentielle est toujours strictement positive, donc f' de t est du même signe de 1 moins 0,5t. Bon, le 3 est positif aussi, hein. Donc f' de t est vraiment du signe de cette chose-là, puisqu'on a un produit. Et donc, ben, on va chercher quand est-ce que 1 moins 0,5t est positif. Donc là, ben, c'est simplement le signe en fait d'un d'une expression affine. C'est quand moins 0,5t est supérieur à moins 1. Quand vous divisez par un nombre négatif, vous changez le sens de l'inégalité. Voilà. C'est quand t est donc inférieur à moins 1 sur 0,5 et donc moins 1 sur moins 0,5, ça nous fait plus 2. Donc moins 0,5t est positif quand t est plus petit que 2. On peut donc donner le tableau de variation. On n'oublie pas que c'est sur 0,10. Voilà. Il y a 2 qui est la valeur charnière. Et donc 1 moins 0,5 est positif, c'est-à-dire f' est positif quand t est plus petit que 2. Donc on va mettre un plus là, un moins là. Bon, il y a d'autres méthodes pour expliquer les tableaux de signes des expressions du premier degré. Et donc on a une fonction qui est tout d'abord croissante, puis ensuite décroissante. Alors la question c'est est-ce qu'on donne les valeurs? Je pense que c'était pas mal de calculer les valeurs quand on demande le tableau de variation. Alors normalement on demande le tableau de variation complet quand on demande les valeurs. Je le fais là rapidement. Donc f de 0 c'était 3 fois 0 fois exponentielle de moins de 0. Donc 3 fois 0 ça fait 0. Donc là on commençait en 0. F de 2 c'est égal à 3 fois 2 fois donc exponentielle de moins 0,5 fois 2, moins 0,5 fois 2 ça fait 1
Donc on va se retrouver avec moins 0,5 fois 2, moins 1 plus 1, 0. Exponentielle de 0 vaut 1, donc ça nous fait 6. On se retrouve avec 6 ici. Et puis f de 10, eh bien ça nous fait 3 fois 10 exponentielle donc de moins 0,5 fois 10, ça fait moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Donc ça fait 30 exponentielle moins 4. Et on met pas dans le tableau de variation, on met pas des valeurs arrondies. Donc on laisse les choses comme ça. Sur cette modélisation, au bout de combien de temps la quantité de médicaments présente dans le sang du patient sera-t-elle maximale? Eh bien donc, on voit là que le maximum est atteint, pour t égale 2. Alors, il faut voir t le temps exprimé en heures, donc c'est au bout de 2 heures. De 2 heures. Ok. Bon, première partie vraiment super classique. Montrer que l'équation f de t égale 5 admet une unique solution sur 0,2. Bon, on voit qu'on ne s'est pas trompé parce que là, il y a bien 0,2. Donc là, ce qu'il s'agit de voir, c'est que f passe par 5 en une certaine valeur alpha. Et donc ce type de question, montrer que f admet une unique solution, il faut tout de suite penser à... il faut tout de suite penser au théorème des valeurs intermédiaires. Alors attention à la rédaction, hein. Dans le terme des valeurs intermédiaires, il y a plusieurs choses à dire. Donc sur 0,2, la chose la plus importante, f est continue. C'est une fonction continue, sinon il n'y a pas de... Sinon, entre 0 et 6, on pourrait ne pas passer par 5 en faisant un saut. F est continue, strictement croissante, c'est très important de dire le strictement pour voir l'unicité de la solution. Strictement croissante, à valeur dans 0,6. Ok. Et donc, 5 appartient à 0,6. Donc, d'après le TVI, où certains profs font bien attention de dire d'après le corollaire du théorème de valeur intermédiaire, ce qui est encore mieux. Donc, d'après le TVI ça passe. D'après le TVI, l'équation f de t égale 5 admet une unique solution sur 0,2 et pas 0,6. Alpha, lui, il appartient à 0,2 et l'image est entre 0 et 6 et donc 5 est bien entre 0 et 6. Bon, il nous demande une valeur approchée. Alors, attention dans les valeurs approchées. Donc là, c'est quelque chose qui se fait avec la calculatrice. Euh, on commence par écrire la fonction. Donc c'est 3x exponentielle de moins 0,5 x plus 1. Ok, on va aller regarder le tableau entre 0 et 2. Donc on va régler l'intervalle déjà. Alors attention, quand on demande une valeur approchée à 10-2 près, il faut faire un encadrement. Normalement à 10-3 près pour être précis. Je vais faire déjà à 0,1 près. On va voir ce que ça donne. Donc on regarde quand est-ce qu'on passe par 5. C'est pas loin. Eh ben non, ça juste après. C'est entre 0 et 1. Donc on retourne. On va régler l'intervalle. Début, on va le mettre à 1, 2, voilà. Là, on voit que donc c'est entre 0,2 et 0,3, mais donc quand on demande une valeur approchée à 10-2 près, ben on ne sait pas si c'est plutôt 0,2 ou plutôt 0,3. C'est pour ça qu'il faut être un peu plus précis, et on va aller à 10-2 près, donc on va commencer par 1,01
On finit à 1,02 et on va faire un pas de 0,001. Voilà. Et là, on voit en réalité, euh, c'était entre... Non, c'était 0,2 ou 0,3, excusez-moi. On recommence. Le pas 1,02. Le début. Le début, c'est 1,03. Et donc, on voit qu'on passe en 5 à entre 1,022 et 1,023, ce qui fait que la valeur approchée à 10 mois de près, c'est 1,02. Ok, donc là, je vais, je vais peut-être faire une petite rédaction. Je dis que f de 1,022, eh bien, ça va être inférieur strictement à 5, que f de 1,023, c'est strictement supérieur à 5, d'après la calculatrice. Donc alpha est compris entre 1,022 et 1,023. Il y a des profs qui en demandent plus sur la rédaction. Et donc alpha est environ égal à 1,02. Si ça avait été entre 26 et 27, par exemple, on aurait été plus proche de 1,03 et non pas 1,02. Donc est environ égal à 1,02 à 10-2 près. Voilà. Bon, donc c'est de l'utilisation de calculatrice. Là, j'ai donc l'encadrement de mon alpha à 10-2 près, et puis on me dit que sur l'intervalle 2 et 10, ben, on a de la même façon un bêta, on repasse ici par 5, et donc on a un bêta qui vaut environ 3,46 à 10-2 près. On considère que ce traitement est efficace lorsque la quantité de médicaments présente dans le sang du patient est supérieure ou égale à 5 mg, donc c'est sur cette partie-là du tableau, déterminé à la minute près, donc à la minute près, attention, parce que là on l'avait donné en heures, à la minute près la durée d'efficacité du médicament dans le cas de ce protocole. Donc là il y avait un petit piège, c'est pas sympa, c'est que c'est à 1 minute, donc le protocole, eh bien, il est efficace entre 1,02 heures et eh bien, ce qui est écrit là 3,46 heures. Et ça, il faut l'écrire en minutes. Donc pour l'écrire en minutes, on va tout simplement multiplier par 60. Voilà, 1,02 fois 60, ça nous donne 61 minutes et 3,46 fois 60, ça nous donne 207, alors 208 minutes. Donc c'est entre 61 et 207 minutes. Vous voulez voir si vous saviez transformer les heures en minutes. Voilà. Bon, il y avait peut-être un petit piège là-dessus. 2B. Donc on a fini avec la partie analyse, la partie étude de fonction, et on se retrouve donc avec une étude de suite. Donc on a un deuxième protocole qui consiste à injecter au patient une piqûre intraveineuse, par piqûre intraveineuse une dose de 2 mg de médicament, puis à réinjecter toutes les heures une dose de 1,8 mg. On rajoute 1,8 mg et on estime que lorsqu'une heure s'est écoulée, la quantité de médicaments dans le sang a diminué de 30%. Donc une diminution de 30%, c'est une multiplication par 0,7 coefficient multiplicateur. Ça, c'est quelque chose qui est souvent mal géré par les étudiants jusqu'en terminale. On ne sait pas bien faire des pourcentages. Alors, calculer selon cette modélisation la quantité U1 de médicaments. Alors,
le but, c'est pas d'utiliser la formule. On a compris que la formule, déjà, pour ceux qui maîtrisent bien les suites, on a compris que la formule générale pour calculer d'un terme à l'autre, elle est ici. On multiplie par 0,7 UN et on rajoute 1,8. Mais en fait, le but, c'est pas d'utiliser la formule, mais c'est de montrer que sur un premier exemple, on a compris comment ça fonctionnait. Donc là, il faut dire que euh, au départ, donc au bout d'une heure, on, donc la quantité de médicaments a diminué de 30%. Donc la quantité de médicaments a diminué de 30%, donc a été multiplié par 0,7. Hein, c'est 1 moins 30 sur 100, le coefficient multiplicateur. Euh, et on rajoute 1,8 mg, ce qui fait donc que U1, eh bien, c'est la valeur U0, donc c'est 2 mg qu'on multiplie par 0,7 et auquel on rajoute 1,8. On pouvait le faire de tête, mais on n'a pas envie de s'embêter et de se charger la tête avec des calculs pour aller jusqu'au bout et avoir la tête bien froide. Donc ça nous fait 3,2, ce qui fait que U1 vaut 3,2 mg. Donc au bout d'une heure, on a 3,2 mg dans le sang. Alors justement, la question suivante, bien, c'est justifier que pour tout entier naturel n, comment on fait pour justifier? On est toujours un peu embêté par ce genre de questions. Alors, moi, mon truc, c'est de dire que il faut voir déjà n ce qu'il représente. N, c'est à chaque fois c'est une heure. Donc, je commence toujours ma phrase par d'une heure sur l'autre. Si ça avait été n avait été à une année, ça aurait été d'une année sur l'autre. D'une heure sur l'autre, la quantité de médicaments a été multipliée par 0,7. D'accord? Ça, c'est une diminution de 30%. Et on a réinjecté, on a réinjecté 1,8 mg. Donc, et puis c'est tout. Donc on peut écrire la formule qui est UN plus 1 est égal à 0,7 UN plus 1,8. Ce qui est important, c'est d'avoir bien montré qu'en fait, une diminution de 30%, c'est une multiplication par un coefficient multiplicateur, c'est ça qui est important. Et puis de dire d'une heure sur l'autre, c'est-à-dire que là, c'est une formule de récurrence qui nous donne UN plus 1 en fonction du UN. On voit que là, on a donc une suite arithmético-géométrique. C'est assez classique, et donc les études de suite arithmético-géométrique, voilà, je pense que vous en avez fait plus d'une. Alors, question suivante, la question que beaucoup redoutent. Pourtant, c'est pas si difficile parce que c'est à peu près toujours la même chose. Il faut montrer par récurrence. Donc c'est la question de la récurrence. Alors, on va commencer par poser l'hypothèse de récurrence P de n, l'hypothèse qu'on essaye de montrer, U de n inférieur à U de n plus 1, strictement inférieur à 6. On va l'initialiser. Donc pour l'initialiser, ben, on commence à 0. U0, lui, il vaut 2. U1, on l'a calculé, il vaut 3,2. Donc on a bien que U0 est inférieur ou égal à, j'insiste, U0 plus 1 pour bien remplacer simplement n par 0. U0 plus 1 c'est U1, mais c'est pour bien insister sur le fait que ma proposition, il faut que dans ma conclusion, j'ai ma proposition avec à la place du n un 0. C'est simplement pour... Et donc le 3,2 est inférieur à 6, donc c'est bien inférieur à 6. C'est bon, on passe à l'hérédité. Alors, l'hérédité, il y a plein de façons de le rédiger. Supposons que pour un entier naturel n, Pn soit vrai.
J'aime bien toujours, j'aime bien toujours, comment dire, j'aime bien toujours expliciter mon hypothèse. Donc rajouter un c'est-à-dire que, alors, bah, c'est-à-dire que UN est inférieur à UN plus 1 est inférieur à 6. Et j'aime bien aussi dire ce que j'essaie de montrer. Montrons que Pn plus 1 est vrai. Alors oui, alors c'est une proposition, donc il faudra mettre un c'est-à-dire que... Alors Pn plus 1, c'est Un plus 1 inférieur ou égal à Un plus 1, c'est-à-dire Un plus 2, inférieur à 6. Donc voilà, ça c'est ce qu'on sait, et ça c'est ce qu'on va essayer de montrer. D'accord? Alors, bah, quand il y a une inégalité, moi je dis toujours que la plupart du temps, il faut partir de ce qu'on sait, donc de l'hypothèse, ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, et essayer de construire ce qu'on essaie de trouver. Alors pour le construire, je vais multiplier par 0,7. C'est un nombre positif, donc ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. 0,7 UN plus 1. Alors 6 fois 0,7, ça va nous faire... qu'est-ce que je fais? 6 fois 0,7. Non mais il faut vraiment que... Pardon. Quelle horreur. Il est tard. Et je rajoute 1,8 de tous les côtés. 0,7 UN plus 1 plus 1,8. Voilà, ça tombe pile poil. Si je rajoute 1,8, c'est 6. Et là, je reconnais UN plus 1. Là, je reconnais eh bien, 0,7 UN plus 1 plus 1,8. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est UN plus 2, tout bêtement. Et ça, c'est 6. Donc, on a bien montré que Pn plus 1 était vrai. Et il faut une petite conclusion qui nous dit que on a montré que Pn est initialisé pour n égale 0 et héréditaire. Donc, par récurrence, eh bien, on peut dire que pour tout n, pour tout entier n, P de n est vrai, c'est-à-dire que Un est inférieur ou égal à Un plus 1 est inférieur strictement à 6. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Regardez bien que UN est plus petit que UN plus 1 pour tout entier n. Ça, c'est la définition d'une suite croissante. Donc, UN inférieur ou égal à UN plus 1 pour tout entier n. Ça veut dire que la suite UN est croissante. Et puis, UN pour tout entier n est inférieur strictement à 6, donc elle est majorée. UN est majorée. Et une suite croissante majorée, on a appris cette année qu'elle converge. Attention, elle converge, mais pas nécessairement vers 6, puisqu'elle est majorée aussi par 7, par 8, par 9, donc il n'y a pas de raison qu'elle converge plus par 6 que par un autre majorant. On va appeler L sa limite. Alors pour déterminer la valeur de L, eh bien, on utilise l'unicité de la limite, puisque là, on va prendre cette partie de l'équation. Donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, de un plus 1, c'est la même que la limite de un. C'est la même suite. Donc ça vaut L. La limite
quand n tend vers plus l'infini de 0,7 un plus 1,8, c'est 0,7 fois L plus 1,8. Et donc, puisque UN est égal à 0,7, UN plus 1 est égal à 0,7 UN plus 1,8, par unicité de la limite, les deux limites sont égales. Donc, par unicité de la limite, on a que L est égal à 0,7 L plus 1,8. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à résoudre cette équation. On passe le 0,7 de l'autre côté. Ça nous fait donc 0,3 L est égal à 1,8. Et donc L est égal à 1,8 divisé par 0,3. Et cette fois-ci, ça nous donne 6. Donc j'avais dit que ce n'était pas nécessairement 6. Mais là, c'est bien le cas. La limite, c'est L. Et donc ça veut dire qu'au bout d'un... On nous demande quand même l'interprétation. C'est-à-dire qu'au bout d'un très grand nombre d'heures, euh, le patient a 6 mg à environ, à sans accent, environ 6 mg du produit, donc 6 mg du médicament dans le sang. Ok. Question 4. Alors la question 4, c'est vraiment le grand classique, hein. On pose une suite annexe, Vn est égal à 6 moins Un, et on va essayer de montrer que Vn est géométrique. Puis on va donner une expression explicite de Vn, puis une expression explicite de Un. Euh, et puis voilà, et puis là il y aura une petite équation à résoudre dans la 4C. Bon, alors 4A, montrer qu'elle est géométrique. On commence par calculer Vn plus 1. Donc Vn plus 1, c'est 6 moins Un plus 1. Un plus 1, on le connaît, donc ça fait 6 moins 0,7 Un plus 1,8, grand classique. Donc ça fait 6 moins 0,7 Un moins 1,8. On se retrouve donc avec moins 0,7 Un, 6 moins 1,8, donc ça nous fait plus 4,2. Et on factorise par ce qu'il y a devant Un. Non, là on va factoriser par 0,7 parce que c'est la raison. En plus, il nous la donne, 0,7. Et donc on factorise par 0,7, ça fait moins Un. Et 42, eh bien c'est 0,7 fois 6. Et donc on se retrouve bien, là on reconnaît bien le terme en Vn. Alors certains profs font Vn plus 1 sur Vn. Moi je ne conseille pas parce que normalement le théorème nous dit que... Enfin il faudra montrer que Vn ne s'annule pas. Quand on divise par quelque chose, il faudra montrer qu'elle ne s'annule pas. Voilà, donc ce qu'on n'a pas prouvé. Donc je pense que cette méthode est la meilleure pour la démonstration. On se retrouve avec 0,7 Vn. Donc on a bien que Vn est une suite géométrique. Et puis il faut calculer le premier terme. Donc une suite géométrique de raison 0,7 et de premier terme. Alors pour calculer le premier terme, c'est V0. On reprend la formule. V0 c'est 6 moins U0. Et U0 on sait qu'il vaut 2. Donc ça nous fait 4. Voilà. Bon, du coup, on a la formule qui nous dit que Vn, c'est V0 fois Q à la puissance n. Formule explicite d'une suite géométrique. Donc ça nous fait 4 fois 0,7 à la puissance n. Et donc Un, puisque Vn est égal à 6 moins Un, bah, Un est égal à 6 moins Vn. Donc Un, c'est 6 moins 4 fois 0,7 à la puissance n. Super classique, hein.
Alors, on cherche quand est-ce que le médicament présent dans le sang est supérieur ou égal à 5,5. Donc là, on va essayer de résoudre UN supérieur à 5,5. Et on nous donne ça pour utiliser un logarithme, qu'il s'agit en fait de résoudre l'inéquation. Cette inéquation, on passe le 6 de l'autre côté. Donc ça fait moins 0,5. On divise par moins 4. Alors, quand on divise par un nombre négatif, on change le sens. Ça fait 0,5 divisé, moins 0,5 divisé par moins 4. Ça nous va faire 1 huitième. Donc, normalement, voilà. Pardon, qu'est-ce que je fais? Oui, on peut l'écrire comme ça. 0,125. On passe au logarithme. Et vous savez que le logarithme de a puissance n, c'est n fois le logarithme de a. Donc ça fait n inférieur à ln de 0,125. Attention, ln de 0,7. Comme 0,7 c'est un nombre compris entre 0 et 1, c'est un nombre négatif. Donc quand on divise, on change encore le sens de l'inégalité. Parce que c'est un nombre négatif. Hop. Et là, on fait appel à la calculatrice. Pas pour faire des divisions bêtes comme je fais là. Ln de 0,7. Ça c'est plus difficile à faire de tête. On se retrouve avec, donc, bon, alors moi je vais donner une valeur pour une bonne rédaction, parce que là il ne faudra pas que je dise et environ, je ne vais pas enchaîner une inégalité avec un environ dans la rédaction, c'est pas très joli, puis en réalité ça a pas de sens. Donc je vais simplement dire que ça c'est environ égal à 5,8. D'accord? Comme n doit être strictement supérieur à 1,8, ça veut dire que n doit être supérieur ou égal à 6. Donc c'est à partir de 6 heures. Il faut 6 injections pour avoir une valeur au-dessus de 5,5. Et voilà, l'exercice 1 est terminé. On peut regarder l'exercice 2 qui me paraissait peut-être un petit peu plus difficile dans sa partie 3. On va voir. Enfin, c'est à vue de nez. Donc on a deux choses. On a un point A et une droite D. On admet que le point A n'appartient pas à la droite D. Sympa. Ça nous évite une vérification. Alors les coordonnées du vecteur directeur, on sait que les coordonnées du vecteur directeur, on les lit là, c'est les coefficients de t. Alors s'il n'y a pas de t, c'est 0. Donc là, un vecteur directeur de la droite D, on peut lui donner pour coordonnées 2, moins 1, moins t c'est moins 1 fois t, 2. Bon, ça va. Euh, on commence soft. B, montrer que le point B. Alors pour montrer que le point B appartient à la droite D, on va remplacer x, y, z par moins 1, 3 et 0. Et on va essayer de montrer qu'on obtient à chaque fois euh, le même t. 3 est égal à 2 moins t. Et 0 est égal à 2 plus 2t. Donc bon, bah, tout ça c'est équivalent à t est égal à moins 1, ça se fait de tête. On voit que quand on remplace t par moins 1 c'est bon, donc on a à chaque fois le même t. Et donc en fait, pour t égale moins 1, on trouve bien que le point B, on retrouve les coordonnées de B dans l'équation paramétrique de D. Donc on a bien que B appartient à D. Ok. Il nous demande de calculer le produit scalaire AB. Bon, il faut déjà, pour calculer ce produit scalaire, il faut déjà calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc le vecteur AB, coordonnées de B, moins 1, moins 1, ça va faire 0. 3, moins 1, ça va faire 2. Et 0, moins 3, ça va faire moins 3.
Euh, donc ça, c'est les coordonnées de AB. Et donc ensuite, le vecteur U, lui, on en avait déjà les coordonnées. 2, moins 1, 2. Et pour faire un produit scalaire, donc vous faites le produit des X plus le produit des Y plus le produit des Z. Donc voilà, c'est AB vectoriel U, 0 fois 2 plus 2 fois moins 1, moins 3 fois 2. Donc on se retrouve avec moins 2, moins 6, c'est-à-dire moins 2, moins 6, c'est-à-dire moins 8. Bon, on nous demande de calculer le produit scalaire, et puis, bien, en réalité, ça nous donne moins 8. On s'attendait peut-être à 0, mais c'est pas le cas. Souvent, on attend 0 pour voir que c'est orthogonal, mais peut-être que là, c'est pas le cas. 3 moins, je me suis pas trompé. 3 moins 1, 2. Moins 1, c'est ça. 0, 0. Ça fait 2, moins 1, 2. C'est bien moins 2, moins 6. Donc, c'est moins 8. Bon, très bien. On va voir à quoi ça nous sert. On a un plan P qui passe par le point A et qui est orthogonal à la droite D. Donc s'il est orthogonal à la droite D, ça veut dire que le vecteur directeur de D, c'est un vecteur normal du plan P. Et on a besoin d'un vecteur normal pour avoir l'équation cartésienne. Donc U est un vecteur normal de D. Donc maintenant, pour trouver l'équation cartésienne, je vais prendre un point M de coordonnées x, y, z. Et ce point M appartient au plan P si et seulement si AM scalaire U est égal à 0, puisque U c'est le vecteur normal. Si on a un plan P, on a un point A. Donc si je prends un point M dans le plan, eh bien comme U est normal, eh bien U scalaire AM, hop là, ça va faire un angle droit. Alors, les coordonnées de AM, ça nous donne x moins x plus 1, x moins xa, y moins 1, moins 1 et z moins 3. Hop là. Et donc, U, lui, c'était, je me rappelle, c'était 2, moins 1, 2. Et donc, quand je vais faire AM scalaire U, AM scalaire U est égal à 0, eh bien, je vais avoir donc 2 fois x plus 1 moins 1 fois y moins 1 plus 2 fois z moins 3 qui est égal à 0. Je développe ça, ça me fait donc 2x plus 2 moins y plus 1 plus 2z moins 6 est égal à 0. Et donc ça me fait 2x plus 2, moins y, je vais mettre les y d'abord, moins y plus 2z, plus 2 plus 1 moins 6, donc c'est moins 3, est égal à 0. Et on retrouve donc bien l'équation cartésienne qu'on avait annoncée. Le point H, c'est le projeté orthogonal de A sur la droite D. Donc le point H, c'est le... Voilà. Donc quelle est l'idée? Là, on va dire que le point H a pour coordonnées. Donc un projeté orthogonal, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en réalité, comme on nous donne les coordonnées, on n'a même pas besoin de s'embêter à essayer de les trouver. Ce qu'il faut vérifier, on rappelle deux choses, il faut vérifier que H appartient à la droite D et que AH est perpendiculaire à la droite D. C'est ça le projeté orthogonal, hein. Si on a un point A pour projeter sur une droite D, il faut que le point H il soit sur la droite et qu'il soit perpendiculaire. Donc en fait, pour montrer que H appartient à D, on va montrer que ces coordonnées vérifient bien le système. Donc on peut trouver un T qui va donner 7 neuvième, 19 neuvième et 16 neuvième. On va essayer de voir. Donc bien, on va résoudre 7 neuvième est égal à 1 plus 2t, 19 neuvième
est égal à 2 moins t, et 16 neuvième est égal à 2 plus 2t, 7 neuvième moins, si je fais moins 1, ça fait moins 2 neuvième, moins 2 neuvième divisé par 2, ça fait moins 1 neuvième, donc je pense que c'est t est égal à moins 1 neuvième. Je vérifie quand même. 2, c'est 9e, c'est 18, 18 neuvième, moins 1 neuvième plus 19 neuvième, ça fonctionne bien. Et 2, donc 18 neuvième, moins 18 neuvième, moins 2 neuvième, ça fait bien 16 neuvième, donc c'est bien t est égal à 1 neuvième. Donc là, on a bien h qui appartient à d, puisque pour t égale 1 neuvième, on retrouve les coordonnées de h, d'accord? Et puis, donc, pour montrer que AH est orthogonal à D, eh bien, on va calculer les coordonnées de AH. Donc, ça fait 7 neuvième moins moins 1, donc ça fait 7 neuvième plus 1. 7 neuvième plus 1, ça fait 16 neuvième. 19 neuvième moins 1, ça fait 10 neuvième. Et 16 neuvième moins 3, c'est-à-dire 3 c'est en neuvième, ça nous fait 27. Donc 16 neuvième moins 16, 16 neuvième moins 27. Je suis fatigué ce soir. Je vais pas essayer de me tromper. Mais je vous conseille aussi de ne pas vous mettre trop de choses dans la tête. Ça fait moins 11, je l'avais en fait. Moins 11 neuvième, je l'avais pas. AH, voilà. 16 neuvième, 10 neuvième, moins 11 neuvième. Et on va essayer de faire ça vectoriel U. Où U, on se rappelle que c'est 2 moins 1, 2. Alors, donc ça fait que AH scalaire U, AH scalaire U, c'est égal à 16 neuvième fois 2, c'est-à-dire 32 neuvième, moins 10 neuvième, moins 22 neuvième. Eh bien, on se retrouve avec 0 neuvième, donc ça fait bien 0, ce qui fait que AH scalaire U est orthogonal, donc les vecteurs AH et U sont AH scalaire U est égal à 0, donc les vecteurs AH et U sont orthogonaux, donc comme U est un vecteur des vecteurs de la droite, ça veut dire que AH est bien perpendiculaire à D. On est bon. Donc ça c'est important hein, de se rappeler, parce qu'ils arrêtent, je pense que là, ça fait vraiment pas mal de sujets qu'on commence à voir, ou en géométrie, la question du projeté orthogonal est importante. Donc là, un projeté orthogonal d'un point, c'est un point qui, sur une droite, c'est un point qui appartient à la droite, est tel que AH est perpendiculaire à D. Il faut montrer ces deux choses. Si on n'a pas ces deux points, on n'a pas montré que euh, le projeté orthogonal. Alors, calculer la longueur AH, bah, là, comme j'ai déjà les coordonnées du vecteur AH, j'ai plus grand chose à faire. La longueur AH, c'est égal à la racine carrée de 16 neuvième le tout au carré, plus 10 neuvième le tout au carré. Je prends les coordonnées de H, plus moins 11, et attention aux parenthèses, hein, il faut bien mettre les parenthèses, moins 11 neuvième, le tout au carré. Je m'embête pas. J'ai le droit à la calculatrice. Donc, autant en profiter. Comme ça permet de faire une petite pause de réflexion. Quand on tape sur les touches, eh ben, on réfléchit plus vraiment. Il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Neuvième. Hop là. Au carré. Le tout au carré. Et donc j'ai, magique, ces calculatrices Numworks sont géniales. 53 sur 3 en racine carrée. J'ai même pas besoin de m'embêter à simplifier la racine carrée. Tout est fait. Et bah, tant mieux. Alors, c'est là où il me semble qu'il y avait peut-être une petite question un peu plus difficile théoriquement. On va voir. Dans cette question, on se propose de retrouver les coordonnées du point H projeté orthogonal du point A sur D par une autre méthode. On ramène que le point B appartient à la droite D
et que le vecteur U est un vecteur directeur de D. Justifier qu'il existe un nombre réel K tel que HB est égal à KU. Ben, H, c'est un point de la droite. D'accord? C'est là où il y avait peut-être une réflexion à avoir. H, c'est un point de la droite, puisque c'est le projeté orthogonal. Donc H, il appartient à D. D'accord? B, on a dit qu'il appartient à D. D'accord? Donc le vecteur HB, bah, c'est un vecteur directeur de D. Et U aussi. U aussi, c'est un vecteur directeur de D. Donc ça veut dire que HB et U sont collinaires. S'ils sont collinaires, eh bien ça veut dire qu'il existe un nombre réel K. Il existe un nombre réel K tel que HB est égal à K fois U. C'est la définition de la collinéarité qu'on a donnée en seconde. Voilà. Alors, ah bah là, voilà, ça c'est la question. Je pense qu'il a dû poser un certain nombre de problèmes à pas mal d'élèves. Montrer que K est égal à AB scalaire U sur U au carré. Alors, quelle est l'idée? L'idée déjà, c'est que ce U carré, là, si je le passe de l'autre côté, je pense que il faut se rappeler, et ça on l'a vu dans le cours, que la norme de U au carré, on peut aussi l'écrire U scalaire U. D'accord? Donc en fait, moi, cette chose-là, je la lis K fois U scalaire U, en passant le- en passant la norme de U au carré de l'autre côté, là, en remultipliant, est égal à AB scalaire U. D'accord? Donc c'est ça que je vais essayer de montrer. On va essayer de montrer que K de U scalaire U est égal à AB scalaire U. Alors pour faire, eh ben, je pars de là, K scalaire U, et K scalaire U, je vais lui faire K fois U, je vais lui faire un scalaire U, et donc ça c'est égal à HB scalaire U. Mais HB scalaire U, HB c'est HA plus AB, d'après le théorème de cheval, de cheval, d'après le théorème de Schwartz. Et donc en développant, bah, je me retrouve avec HA scalaire U plus AB scalaire U. Bon, bah, HA scalaire U, je l'ai déjà montré avant. HA, rappelez-vous, c'était euh, HA, c'est ça. Donc c'est cette droite-là. U, c'est un vecteur directeur de D. Donc HA scalaire U, bah, ça tout simplement, ça vaut 0 puisque les vecteurs sont orthogonaux, HA et U. Donc on se retrouve bien avec K de U scalaire U est égal à AB scalaire U. Et donc ça fait que K de norme de U au carré est égal à AB scalaire U. Et bon, en divisant, on se retrouve avec K est égal à AB scalaire U qu'on a déjà calculé sur norme de U au carré. Ok. Alors, bon bah alors, bah, justement maintenant on arrive à la 3C. AB scalaire U, on l'avait calculé dès le début. Alors je me demandais à quoi ça servait. Je crois que c'est de mémoire c'était moins 8. Il était là, moins 8. Donc on se retrouve avec K qui vaut moins 8 sur norme de U au carré. Donc la norme de U au carré, bah, on prend le vecteur U. On se rappelle que le vecteur U c'est 2, moins 1, 2. Donc on va faire 2 au carré plus moins 1 au carré plus 2 au carré. On ne met pas la racine carrée parce que c'est la norme au carré. Donc ça fait moins 8 sur 4 plus 8 et un 5. Ça fait moins 8 neuvième. Donc on se retrouve avec un K égale moins 8 neuvième. Et ben, maintenant pour trouver les coordonnées du point H,
Si j'appelle, ben, je vais utiliser cette expression-là, donc c'est pas tout à fait fini, le calcul n'est pas tout à fait fini. Alors si j'appelle les coordonnées du point H, XH, YH et ZH, le vecteur HB a pour coordonnées B, c'était -1, moins XH, 3, moins YH et 0, moins ZH. Voilà. Le vecteur KU, bah, KU lui, en fait c'est -8 neuvième fois U. -8 neuvième fois U, ça a pour coordonnées. Donc on va faire -8 neuvième fois 2, donc ça fait -16 neuvième. -8 neuvième fois -1, ça va faire 8 neuvième. Et 2, parce que les coordonnées de U c'est 2 moins 1, 2, fois -8 neuvième, ça va avoir -16 neuvième. Donc en réalité, je me retrouve avec KU est égal à HB, donc il faut que je résolve ce système. Donc je me retrouve avec -1 moins XH est égal à -16 neuvième. Ça fait donc que XH est égal à 16 neuvième moins 1, donc ça fait 16 neuvième. 16 neuvième moins 1, on retrouve bien 7 neuvième. XH est égal à 7 neuvième. 3 moins YH est égal à 8 neuvième. Voilà, hop. Ça me fait donc que YH c'est 3 plus 8 neuvième. 3 plus 8, 3 moins 8 neuvième, pardon. 3 moins 8 neuvième, ça fait 27, moins 8, ça fait 19. On a bien 19 neuvième. Et puis, euh, et puis, donc le dernier c'est 0 moins ZH, donc ça fait moins ZH est égal à 16, moins 16 neuvième. Donc on a bien ZH est égal à 16 neuvième. Et on retrouve bien les coordonnées de H. 7 neuvième, 19 neuvième, 16 neuvième. C'est parfait, ça marche. Bon, là c'était vraiment, je vous avais dit, à vue de nez, je voyais qu'il y avait vraiment une question plus difficile que les autres. La 3B et la 3C, là c'était certainement le point un peu difficile du sujet. Donc peut-être un sujet à éviter s'il y a un choix. J'aurais peut-être pas pris ça. Bon, surtout qu'après, il y a encore un calcul de volume. On considère un point C appartenant au plan P tel que le volume du tétraèdre ABCH soit égal à 8 neuvième. Calculer l'aire du triangle ACH. Alors, quelle est l'idée? Là, il faut se faire un petit... Donc on a un plan P. On a notre plan P qui était là. On a un point A qui était dans le plan P, si je me rappelle bien. Oui, parce que le plan P passe par A. On a un autre point C, voilà, qui est dans le plan P. Et puis il y a H qui est euh, le projeté orthogonal de A. Donc H est dans le plan aussi. Et c'est le projeté orthogonal de H sur la droite D qui est perpendiculaire, qui est, qui est orthogonale, perpendiculaire au plan. Voilà, donc là on a un triangle AHC avec un angle droit là, ici, et puis c'est le A, alors A, B, H, et on a le point B qui est quelque part sur la droite par là. Et donc là on voit qu'on a notre pyramide, et que ce qu'il fallait comprendre c'était que BH c'était en réalité, alors là ça devrait être en pointillé maintenant, euh, que BH c'était la hauteur. D'accord? Donc en fait que euh, la hauteur c'est BH, donc H dans la formule là, c'est la longueur BH. Et que B, bah, c'est ce qu'on cherche, et V, c'est ce qu'on a. Donc BH, je crois qu'on l'avait déjà calculé quelque part. Non, c'est AH qu'on a calculé, c'est pas BH. Donc il faut calculer BH.
Est-ce qu'on n'a pas les coordonnées du vecteur BH quelque part? Je me rappelle plus. On l'a pas fait. Eh bien, on va le faire. Donc, on va commencer par calculer les coordonnées du vecteur BH. Coordonnées du vecteur BH, donc c'est H 7 neuvième moins plus 1, 7 neuvième plus 9, ça fait 16 neuvième. 19 neuvième moins 3, c'est-à-dire moins 27. 19 moins 27, je ne peux pas faire d'erreur. Moins 8, moins 8 neuvième, c'est bon. Et là c'est 16 neuvième moins 0, donc c'est encore 16 neuvième. Voilà, ce qui fait que la longueur BH, donc H qui vaut la longueur BH, c'est racine carrée de 16 neuvième au carré plus moins 8 neuvième, si j'ai pas fait l'erreur, hein, plus 16 neuvième. J'assure pas parce qu'il faut que j'avance un peu là, sinon la vidéo va être vraiment longue. J'aurais revérifié personnellement mes calculs. Moi, j'ai toujours revérifié mes calculs quand c'est des choses comme ça. ça. Quand on a fait quelque chose, c'est bien de s'assurer qu'on ne s'est pas trompé parce qu'on a passé du temps, donc autant avoir tous les points. Au carré plus 16 neuvième, le tout au carré, ce qui nous donne 8 tiers. Donc on a une hauteur h qui vaut 8 tiers, ça tombe bien là, c'est 8 neuvième, donc ça va être assez simple parce que maintenant, donc si on veut b, bah b c'est v divisé par h fois 1 tiers, là j'isole b maintenant, donc ça fait, le volume v c'est 8 neuvième fois divisé par h qui vaut 8 tiers fois 1 tiers, c'est-à-dire 8 neuvième divisé par 8 neuvième, donc on a une r qui vaut 1. Bon, qui semble, euh, bon, ça tombe plutôt juste, donc je pense que je ne me suis pas trompé. Je trouve donc une r en unité d'air qui vaut 1. Voilà, alors ça c'était vraiment l'exercice le plus difficile, certainement. L'exercice 3, les probas, ce que tout le monde choisit la plupart du temps, là ça a l'air plutôt simple. Euh, donc on a une entreprise avec un stage qui est suivi par 25% des salariés. F, c'est le salarié a suivi le stage et le salarié interrogé est une femme. Donc là, ce qu'on nous donne, c'est que P dans les, c'est que P de S, donc la probabilité de suivre, c'est 0,25 et la probabilité 52% des salariés sont des femmes. Donc P de F, c'est 52, 0,52. Et parmi elles, donc la probabilité parmi les femmes, donc sachant qu'on est une femme, la probabilité d'avoir suivi un stage, c'est 0,4. Donc attention parce que là, c'est un exercice où on nous donne P de S, et P de S, S il est à deux endroits différents. Donc là, en fait, P de S, on l'obtient généralement avec la formule des probabilités totales. C'est-à-dire que dans l'énoncé, on n'a pas toutes les valeurs de l'arbre. Bon, alors, donner la probabilité de l'événement S, ben, j'ai répondu. Moi, j'ai commencé par traduire l'énoncé, c'est un réflexe. Recopier et compléter les pointillés, l'arbre s'y compte. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que normalement, il y a quelques calculs à faire parce qu'on n'a pas tout de suite, les valeurs. Donc, F, c'est 0,52. Là, il y a 0,52. Donc là, obligatoirement, il y a son complément qui va faire 0,48. Et puis là, la probabilité de S, sachant qu'on est une femme, donc c'est 0,4. Là, on l'a. Celui-là, on l'a. 0,4. Et puis celui-là, donc c'est 0,8.
Mais là, P de S, bah, il faut pas s'amuser à dire que c'est 0,25. Parce que là, je pense que c'est ça le piège. Non, non, 0,25, c'est P de S et P de S, c'est, d'après la formule des probabilités totales, c'est P de F fois P de S, sachant F, plus P de F bar fois P de S, sachant F bar. Et donc P de S sachant F bar, c'est ce qu'on cherche, c'est ça qu'on cherche. Donc ça, ce qui est là, c'est pas P de S, c'est P de S sachant F bar. Donc on se retrouve avec une équation 0,25 est égal à 0,52 fois 0,4 plus 0,48 fois P de S sachant F bar. Bon, je vous passe les calculs. Donc P de S sachant F bar, si on essaie de résoudre cette équation, ça fait 0,25 moins 0,52 fois 0,4 que je vais diviser par 0,48. Il y avait un piège. Donc ça, c'est les exercices un peu piégeux où on ne vous donne pas directement tout l'arbre, mais il faut trouver une probabilité grâce à la formule des probabilités totales. Voilà. Hop. Donc ça fait 0,0875. 75. Et donc 1 moins ça, c'est 0, j'aurais pu le faire encore de tête, hein. Hop. Voilà. Alors, c'est... Ah oui, ils ont dit les quatre branches indiquées, donc ils vous ont pas... Excusez-moi, j'ai complété, mais on me le demandait pas tout de suite. En fait, il y avait plusieurs questions pour y arriver. C'était le but. Alors là, ce qu'ils voulaient, c'était démontrer que la probabilité... Donc, ils voulaient montrer que la probabilité qu'une personne soit une femme, donc c'est P de F, ayant suivi le stage, donc c'est P de F intéresse. Alors, P de F intéresse, il nous demande de calculer ça. P de F intéresse, c'est, d'après la formule des probabilités conditionnelles, P de F fois P de S, sachant F. Je suis allé un petit peu trop vite pour le bac. Donc, en réalité, c'est 0,52 fois 0,4. On retrouve bien 0,0208. Puis là, ils vont nous demander, on sait que la personne interrogée a suivi le stage, qu'elle... Non, même pas. Bon, alors j'essaie de comprendre. Bah, tout simplement, on ne s'intéressait pas à cette partie. On sait que la personne interrogée a suivi le stage, quelle est la probabilité que ce soit une femme? Donc c'est la probabilité que ce soit une femme, sachant qu'elle a suivi le stage. Donc là, c'est moi ce que j'appelle les probabilités inversées. Euh, il faut utiliser donc la formule des probabilités totales. Ça, c'est P de S inter F qu'on a calculé juste avant. P de F inter S ou P de S inter S, c'est pareil. Divisé par P de S qu'on nous a donné. Donc ça fait 0,208 divisé par P de S qui vaut 0,25. Donc divisé par 0,25 c'est fois 4. 0,208 divisé par 0,25 et on se retrouve avec 0,832. En fait, je vous ai fait tout un calcul, mais c'est pédagogiquement, c'est intéressant quand même parce que c'est des questions qui auraient pu tomber. Enfin, on vous aurait certainement donné des questions intermédiaires. Quand on n'a pas justement une partie de l'arbre, mais qu'on a la P2S totale, voilà la méthode pour trouver, avec la formule des probabilités, pour trouver la valeur d'une branche. Donc c'est 832, la probabilité qu'elle soit une femme. Le directeur affirme que parmi les hommes salariés de l'entreprise, moins de 10% ont suivi le stage. Donc c'est parmi les hommes, c'est-à-dire la probabilité parmi les hommes, donc c'est pas donc les non-femmes,
d'avoir choisi le stage. Bah là, ça tombe bien, c'était la dernière question. Euh, Directeur affine donc c'est, bah, je l'ai calculé, c'est 0,0875, c'est-à-dire 8,75%. Et lui, il affirme qu'il y en a moins de 10%, donc le directeur dit vrai. Donc attention, le calcul que j'ai fait là, en réalité, c'était le calcul pour la question 1E. Je suis allé un peu trop vite. Bon, alors, on voit arriver la variable aléatoire. Alors, il y a peut-être un petit problème là. On va voir ce qu'il en est dans cette. C'est toujours compliqué pour les élèves. Et d'ailleurs, pour pas mal de profs aussi, j'ai pu voir la question en fait des algorithmes et surtout de la programmation. Alors, alors X, c'est une variable aléatoire qui a un échantillon de 20 salariés. Notre 20 salariés, c'est notre N. Choisi au hasard, associé le nombre de salariés de cet échantillon ayant suivi le stage. Donc là, le succès, c'est suivre le stage. Donc le paramètre P, bah, ça va être la probabilité de S, c'est-à-dire 0,25. Bon, alors, il faut justifier qu'on a une loi binomiale. Moi, j'ai une rédaction toute faite. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais on va dire, donc, on répète 20 fois une, de manière similaire et indépendante, une expérience a deux issues possibles, dont le succès, ici le succès c'est avoir suivi un stage, a pour probabilité P égale 0, pro, c'est une probabilité, P égale 0,25. Et donc x étant la variable aléatoire comptant le nombre de succès, puisqu'on calcule le nombre de salariés qui ont suivi le stage, virgule, x suit une loi binomiale de paramètres. Donc moi je dis souvent à mes élèves de l'apprendre par cœur. N égale 20, et puis si le prof a une autre, les élèves que j'ai en cours particulier, si le prof a une autre rédaction, et ben ils n'ont qu'à prendre la rédaction du prof. Donc n égale 20, p égale 0,25. Voilà, c'est la loi binomiale. Alors ensuite, mon p de x égale 5, c'est ce qu'on nous demande. Alors on a la formule, hein, c'est 5 parmi 20, de paramètre p à la puissance 5, et 1 moins p à la puissance 20 moins 5. Donc on peut écrire la formule, mais encore mieux, bon, la calculatrice nous calcule tout. Bah 20 là c'est magique. Ah, on aurait pu croire. Non. Hop. Alors je me place. Non, pour égal, c'est ce symbole-là, c'est le dernier. P de x égale 5. J'ai directement la valeur. Alors est-ce qu'il y avait un arrondi? À 10-3 près. Donc c'est 0,202. Voilà, environ. À 10-3 près. Alors ensuite, on a un programme qui renvoie la valeur de P de x égale i dans le cas des variables aléatoires. Ok, c'est un programme. Détermine à 10-3 près la valeur renvoyée par ce programme. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah oui, binomial. Alors voilà, ce qu'on voit, c'est que binomial de INP, ça renvoie P de x égale i.
Donc ici, en fait, on fait P de x égale I. Mais pour I allant de 0 jusqu'à... Alors, en K plus 1, attention, vous savez qu'en Python, en fait, ça veut dire qu'on s'arrête à K. On commence en 0 et on s'arrête à K. Donc, qu'est-ce que fait cet algorithme, en fait? Bah, il renvoie P de x égale 0, plus P de x égale 1, plus, etc., jusqu'à P de x égale K. Donc, d'une certaine façon, en fait, il renvoie P de x inférieur ou égal à K. Donc, quand on tape, en fait, proba. Vous voyez, en fait, on cumule là. C'est P, ça vaut P, ce qu'on a déjà calculé de P, plus à chaque fois, on rajoute ce truc-là qui vaut P de x égale I, pour notre loi binomiale donnée. Donc, proba de 5, eh ben, tout simplement, c'est P de x inférieur ou égal à 5. C'est ça qu'il fallait comprendre. Donc là aussi, peut-être question qui a dû en dérouter plus d'un. Donc là, il faut changer. Ça, c'est sûr. C'est sûr que ça n'a pas été bien fait. Je vous connais, hein. Et donc ça vaut 0, environ 0,617. Voilà. Alors, déterminer à 10-3 près la probabilité qu'au moins 6 salariés dans un échange est suivi, ben là, ce qu'il nous demande maintenant, c'est P de x est suivi le stage, donc c'est P de x inférieur à 6, hein. X, c'est bien le nombre d'employés qui ont suivi le stage, donc P de x inférieur à 6, c'était encore de la calculatrice, c'est des exercices de calculatrice. Hop, c'est 0,708,6. Alors, pour ceux qui auraient essayé de taper cette fonction-là, eh ben, ils n'avaient pas binomial. Donc en fait, ils étaient bien embêtés parce qu'ils ont essayé de la taper dans la calculatrice et puis bah, ils ne savaient pas ce que c'était que binomial, donc ils ont eu des erreurs, donc ils n'ont pas compris. Mais en fait, ce qu'il fallait comprendre, c'est ce que faisait ce programme, et puis après, on n'avait qu'à calculer P de x inférieur ou égal à 5 avec la calculatrice. C'était, voilà, il y avait moyen bien se faire piéger par cette question et de bien pas comprendre de quoi il s'agissait. Alors, dernière question. Cette question est indépendante des questions 1 et 2. Pour inciter les salariés à suivre le stage, l'entreprise avait décidé d'augmenter les salaires des salariés ayant suivi le stage de 5% contre 2% d'augmentation pour les salariés n'ayant pas suivi le stage. Quel est le pourcentage moyen d'augmentation des salaires de cette entreprise dans ces conditions? Ah, alors bon ouais, donc en fait, c'est pas parce que c'est des probabilités que c'est simple. Euh, donc, alors, donc on a 5% d'augmentation pour ceux qui ont suivi le stage. Alors la question c'est en moyenne combien ont suivi le stage déjà? Bah, combien en moyenne ont suivi le stage? C'est 25%. Donc il y a 25% qui ont suivi le stage et on a 5% d'augmentation. Alors là il fallait faire une moyenne pondérée en fait tout simplement. En fait ce qu'il fallait faire c'était faire 0,05. Je pourrais l'expliquer, hein. 0,05 on va multiplier par 0,25 plus 0,02 qu'on va multiplier par 0,75 qui est en fait la proportion de ceux qui n'ont pas suivi le stage. Donc il y a 5% de ceux, c'était une moyenne en fait. Tout bêtement, mais ça c'est tout bêtement, j'ai dit tout bêtement, mais ça aussi je suis persuadé que ça c'est pas tout bêtement fait. Donc en réalité le sujet de proba, il y avait des questions, ça c'est des questions qui sont un peu des questions de pourcentage, et les questions de pourcentage, eh ben je sais bien que gérer des pourcentages c'est très 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 mal compris. Et donc on se retrouve avec 0,0275. Donc en moyenne, en fait, on a une augmentation de 2,75% sur toute la... Voilà. Donc on prenait le pourcentage qu'on multipliait par la fréquence de le pourcentage d'augmentation. Alors attention, le pourcentage d'augmentation. Euh, j'ai un petit doute sur ce que je suis en train de dire. Parce que si on a un pourcentage d'augmentation, c'est qu'on multiplie par 1,05
Et lui, on multiplie par 1,025. Non, c'est ça, pardon. Non, j'ai rien dit. Excusez-moi. Donc on prenait donc le pourcentage d'augmentation et on le multipliait par la proportion de ceux qui avaient effectué le stage, qui ont suivi le stage, et puis la proportion des 2% d'augmentation, on multiplie par la proportion, et ça faisait donc une moyenne des augmentations. C'est comme ça qu'on fait une moyenne, on multiplie par la fréquence en fait, chacun, et ça nous donnait 2,75. Mais là, je suis persuadé que ça, même si c'est une bête question de pourcentage, ben, il n'y a pas grand monde qui doit l'avoir bien fait. Voilà, donc dernière question pour avoir. Bah là, normalement, si je me suis pas trompé, j'ai 21 sur 20. 21 sur 21 qui va être rapporté à 21 sur 20. Allez, pour le plaisir, parce que on finit, on se fait l'exercice 4, c'est un QCM. Alors, c'est pas parce que c'est un QCM que ça va vite, ça se trouve, ça va pas vite. On a 6 questions indépendantes. Donc, on a une courbe représentative. Alors, donc là, admet pour asymptote, là, il faudrait trouver l'asymptote. Donc, en fait, on va trouver l'asymptote en plus l'infini. En fait, ce qu'il faut aller calculer, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors, c'est un quotient, ça va vite. On prend le quotient de plus haut degré. Là, c'est moins 2x au carré. Là, c'est x au carré. On enlève tout le reste. On oublie tout le reste parce que c'est ça qui va dominer. On se retrouve avec moins 2x carré sur x carré, c'est-à-dire, en fait, là, la limite, c'est moins 2. Donc, l'équation, et attention, c'est y égale, parce que c'est quand x tend vers plus l'infini. Donc là, l'asymptote, c'est une asymptote verticale d'équation y égale moins 2. Donc, c'était la C. La 2, la primitive de f. Alors, la primitive de f, vous voyez qu'il est de la forme presque, alors il est presque de la forme, ce qu'on sait, c'est que les primitives de u', ce qu'on sait, c'est que la primitive de u', u, exponentielle u, la primitive de ça, c'est exponentielle u, d'accord? Bon, en écriture, c'est pas terrible, mais là, il faudrait que j'aille u', mais u', il faudrait que, là, si ça c'est u, il faudrait que j'aille 2x, donc f de x, je vais l'écrire un peu différemment, je vais écrire 1 demi fois 2x exponentielle x au carré. Ça, c'est le 1 demi, c'est une constante multiplicative. Et là, j'ai bien u', u. Et donc, une primitive. Je garde la constante multiplicative de 1 demi. Et une primitive de u' exponentielle u, c'est exponentielle u. Donc, ça me fait 1 demi de exponentielle de x au carré. Donc, c'était la B. La 3, 2 points. Euh, Alors là, attention, on a la dérivée de f. Et on nous demande la convexité de f. Alors, la dérivée de f, quel est le lien entre la convexité et la dérivée? C'est que si la dérivée est croissante, attention, il fallait bien voir que c'était f' et non pas f, hein, ici. Donc c'est si la dérivée est croissante, ça veut dire que la dérivée seconde est positive, donc la fonction est convexe, et si elle est décroissante, la fonction est concave. Donc là, en fait, si je me faisais un petit tableau de variation x de moins l'infini jusqu'à, alors je sais pas trop, là c'est 1, 2, 3, 4, donc c'est peut-être en 4 à peu près par là, et puis plus infini. Là j'avais f' qui était d'abord croissante, puis ensuite décroissante. Et donc là j'avais f qui était convexe et concave. Et oui, là il y avait attention, hein, il y avait un piège, c'était que c'était pas f qui était là, c'était f'. Et donc si f' est croissante, f est convexe, si f' est décroissante, f est concave. Alors regardons maintenant, ben, elle n'est pas concave sur 0 plus infini, elle n'est pas convexe sur 0 plus infini parce qu'elle change, mais elle est bien convexe entre 0 et 2, parce qu'entre 0 et 2, si f est croissante. Et par contre, de 2 à plus l'infini, non, de 2 à plus l'infini, elle passe de convexe, en 4, elle passe à concave. Donc en fait, c'était la C, convexe. Parmi toutes les primitives de la fonction f définies par toutes les primitives de 3 exponentielle moins x carré plus 2, alors, ah bah, quel est le lien entre la primitive et puis la fonction f? En fait, c'est quoi?
Ah, c'est la dérivée des primitives. Quand je prends la primitive grand F et que je la dérive, c'est f. Donc le tableau de signes de f va me donner le tableau de variation de f'. Mais regardez, le signe de f, c'est quoi? Là, j'ai une exponentielle plus 2. Donc en fait, ça veut dire que f de x, il est strictement positif. Si une exponentielle, c'est strictement positif, plus 2, c'est encore strictement positif. F de x est strictement positif sur R. Donc si f de x est strictement positif, ça veut dire que f' de x, qui vaut f de x, est strictement positif sur R. Et donc la primitive, une primitive de f est croissante sur R. Voilà. Donc la réponse c'était qu'elles sont toutes croissantes sur R, c'était la A. Elles sont pas toutes décroissantes. Et ben, non, c'est pas vrai. Alors, on avait une limite quand même. Une limite à calculer en plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a une forme indéterminée, hein, puisque ln en plus l'infini tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Alors, comme on ne nous demande pas de justifier, on sait que celui qui va croître le plus vers l'infini, ça va être le polynôme par rapport au ln, donc ce qui fait que la limite de f de x, ça va être 0, c'est la D. Ce que vous pouviez aussi faire, si vous aviez un doute, c'est de la taper sur votre calculatrice et de regarder en plus l'infini vers où elle allait. Mais là, c'était vers 0, c'était pas 2 tiers. Si s'il y avait eu à la place de ln de x, il y avait eu x au carré, c'était 2 tiers, mais là, c'était pas 2 tiers, c'était la D, c'était 0. Question 6. Alors, question 6. Là, c'est une équation en exponentielle. En fait, l'idée, c'est de poser grand X égale exponentielle x. Et donc, mon exponentielle de x, en réalité, c'est exponentielle de x au carré, et donc ça fait x au carré. Et on transforme notre équation en x au carré plus x moins 12 est égal à 0. On calcule le delta. B carré, ça fait 1 moins 4ac plus 48. Donc on est à 49. On a un delta positif, donc on a une première solution qui vaut 1 est égal à moins 1 moins racine de 49, c'est 7 sur 2. Ça fait moins 8 sur 2, donc ça fait moins 4. Et une deuxième solution qui valait moins 1 plus 7, 6 sur 2, ça nous fait 3. Et alors attention, parce que c'est ça, c'est un exponentiel de x. Donc exponentiel de x, il ne peut pas valoir moins 4, parce qu'exponentiel c'est toujours positif. Donc la seule possibilité, c'était ensuite exponentiel de x est égal à 3, d'où en fait x est égal à ln de 3. Ln de 3. Donc en fait, il n'y avait qu'une seule solution, c'était la c. Et c'est pas parce qu'on avait un delta positif on avait deux solutions à l'équation quand on pose exponentielle de x égale grand X, mais grand X c'était un exponentiel de x, donc c'était quelque chose de positif. Et donc il n'y avait qu'une seule solution à retenir, c'était celle-là, et pas celle-là. Et donc la solution c'était ln de 3. Voilà. Bizarre parce qu'il y a 7 points alors que je vois que 6 questions, mais bon, il y a certainement une raison. Mais ben, écoutez, on a terminé là, donc je pense que dans le temps imparti, on est pas mal, hein, on a fait, on a commencé, oui, oui, on est pas mal. On a terminé l'épreuve, donc ça nous fait 28 sur 21. Je pense que j'ai 28 sur 21. On verra. Alors je sais pas si, est-ce qu'en 4 heures on a peut-être temps de tous les faire, je sais pas. Attends, vous ne jouez pas à ça parce que on va pas vous prendre la meilleure note. Normalement, on vous demande d'en résoudre 3 sur 4 et ne faites donc pas les 4. Mais il semble quand même que le QCM soit assez simple. Si je fais maintenant un bilan rapide, eh ben, donc le QCM me semblait quand même plutôt simple, même s'il fallait pas se faire avoir sur les F' et choses comme ça. Là, on avait quand même une petite partie, la 2C, 2D, 3, qui était relativement, je pense, compliquée pour les élèves. Donc, moyen de se tromper. Là, il y a toute la partie 3-4 qui, là aussi, a dû certainement poser problème, j'en suis certain. L'exercice 1 me semblait vraiment très très classique. Donc peut-être beaucoup plus simple à faire. Voilà. Alors j'espère que ça t'a plu. Je vais essayer de faire le corrigé de l'épreuve de jeudi. Et donc je vous rappelle bien que cet été, on peut se voir. Le lien est dans la description. Et, euh, et on peut se voir pour préparer l'année prochaine, parce que l'année prochaine, ça va être beaucoup plus difficile en mathématiques. Là, je le vois vraiment, ça fait des années que c'est dur pour pas mal d'élèves.
Voilà, et bien à la prochaine, salut!